On va enchaîner avec notre dernière séquence, dernière table ronde. On le voit, l'enjeu, c'est aller au-devant des nouveaux enjeux, les nouveaux enjeux de se bien vieillir. C'est penser les accompagnements, c'est penser les accompagnants, mais c'est aussi penser les collaborations entre établissements, ceux du médico-social, ceux du gériatrique. Comment construire un peu cette nouvelle géographie de l'offre? On va en avoir des exemples exemplaires et inspirants qu'on va découvrir sur scène, mais retour encore une fois du côté d'Avranches, dans notre unité du Tertre. On a vu Josiane, on a vu Nathalie, on va aller à la rencontre de Loïc. Loïc qui a une retraite sportive, comme vous allez le voir. Et les intervenants de cette table ronde peuvent me rejoindre pendant ce temps-là. Vidéo. Comment tu t'appelles? Loïc. Et t'as quel âge? Je sais plus. Jeune. Oui, pareil, tu fais plein de sport? Sport. Vélo. La gym. Vous avez la zapette. Une douche. Le foot pareil. Est-ce que tu veux venir au foot aussi? Oui. Et bah, Mets ta veste. tu veux venir, tu peux. Bien sûr. Un petit peu. Ta semaine de vacances. C'est malo. J'espère bien se passer. Ici, t'es à la retraite? Un petit peu la retraite. Qu'est-ce que c'est la retraite? Personne un travail. Je prenais. C'est ça la retraite. Il fait rien, Loïc. Et ta famille, elle vient te voir ici? Non. Il vient pas. Mais là, mes foyers, ici, c'est bien foyer, on est bien. Et un témoignage qui ouvre et illustre bien les sujets qu'on va aborder, puisque quand on est dans le bon cadre, on le voit comme avec Loïc, on trouve son équilibre à tout âge de la vie. Mais trouver le bon cadre, c'est pas toujours évident dans une structuration de l'offre d'accompagnement entre le médical, entre le secteur du handicap, où les structures ne se connaissent pas toujours, ne se parlent pas toujours, où les orientations se font parfois par défaut. On va voir justement comment créer les passerelles nécessaires là-dessus avec nos expériences et leurs porteurs. Louis Mathias, bonjour, directeur du complexe Le Bialet et la commission vieillissement de l'ADAPI Pyrénées-Atlantiques, où il fait un peu aussi chaud qu'ici, hein, je pense. Je pense aussi. Vous avez porté la première MAPA. Aujourd'hui, vous construisez une convergence d'offres avec les réseaux d'EHPAD du territoire pour répondre aux défis du vieillissement des personnes accompagnées. On va en parler ensemble. Alexandre Muller, bonjour. Directeur général du groupe Human, l'ancienne ADAPI Var Méditerranée, où il fait aussi chaud qu'ici aussi, puisqu'on est encore dans le sud, renommé en 2023, 7000 personnes accompagnées, employant près de 2000 salariés, et vous couvrez tous les âges, toutes les formes de vulnérabilité, et vous êtes particulièrement innovant dans le champ du vieillissement avec, on va le voir, l'idée d'avoir une offre vraiment graduée qui puisse répondre à la diversité des situations et des demandes. Et Marilyn Goujon et Nathalie... J'ai même pas fini de dire leur nom. Ah, mais il y a même des lumières. Vous refaites les lumières. Est-ce qu'on peut filmer le monsieur avec les lumières? Parce que ça, c'est pour les prochaines années, hein, qu'ils sachent. Faites-nous les lumières. On peut filmer? Ah non, non, on peut pas. Voilà, peut-être tout à l'heure, vous nous filmerez. Voilà, ils sont venus équipés. Hein. Donc, je reprends. Marilyn Goujon et Nathalie Patelli, je peux. Alors, Marilyn, vous êtes neuropsychologue au sein de l'API Seine-et-Mer qui couvre le territoire de Dieppe, une vingtaine de services, des structures accueillant de l'enfant aux aînés. Et une API qui a développé avec l'ACEPT Normandie, dont vous êtes la directrice, Nathalie, un dispositif très original autour de la sensibilisation au vieillissement cognitif qui permet de faire passerelle entre d'un côté des résidences seniors et puis de l'autre côté des structures du handicap. Là aussi, c'est une vraie collaboration qui se met à l'œuvre. Ces collaborations, on va en parler. Je voudrais qu'on commence avec vous, Louis Mathias. L'API 64, je disais, a engagé très tôt cette transition inclusive face au vieillissement. C'était au début
début les MAPA que vous avez mis en place de manière pionnière, 12 places, et puis vous avez récemment restructuré un peu votre offre avec la création d'une commission vieillissement et surtout une vraie logique de rapprochement avec les EHPAD du territoire. J'ai envie de vous demander comment cette problématique du vieillissement est venue vous confronter et a fait que ce que vous avez déjà mis en place n'a plus suffi à répondre à la problématique. Tout d'abord, c'est parce que si on reprend un petit peu ce qui s'est dit ce matin, 75, 80, nous on a eu les premières dérogations d'âge pour des personnes en situation de handicap qui devaient prendre leur retraite. Donc à partir de là, il fallait vite réfléchir. Donc les premières maisons qu'on appelle les maisons partagées aujourd'hui et que nous on appelle aujourd'hui des MAFA ont vu le jour en 1990. Donc, ils ont eu un agrément, c'est-à-dire que ces petites maisons, ces petites unités sont adossées à des foyers d'hébergement. Donc, ce qui fait qu'on pouvait donner la possibilité aux personnes, à minima, de continuer à vivre là où elles étaient, ou peut-être aller ailleurs suivant leur projet. Donc ça, c'était la première démarche. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au regard des pyramides des âges, ces personnes ont vieilli. Elles ont 20 ans de plus et que c'est aujourd'hui la même question qui se pose pour éventuellement aller en EHPAD ou pas. Et que donc nos réflexions aujourd'hui en sont là. C'est-à-dire que si demain il y a des EHPAD, aujourd'hui c'est compliqué d'aller en EHPAD, même s'il y a des réussites, mais souvent il y a aussi des freins, et ces freins-là ressortent souvent, et donc bon voilà, il faut les enlever petit à petit. Et aujourd'hui, l'ADAPI, en tout cas des Pyrénées-Atlantiques, a pour mission de dire, pointons toutes nos réussites, travaillons avec l'ensemble des EHPAD pour construire un petit peu une charte, un petit peu une convention qui viendrait nous rendre compte que nos deux secteurs sont réellement complémentaires pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, l'idée, elle est là aussi, c'est-à-dire que le projet, c'est pas forcément de dire tout pour l'EHPAD dès qu'elles deviennent indépendantes. Donc l'idée, c'est de se dire, mais s'il y a un possible et s'il y a un projet d'aller en EHPAD, voilà, favorisons-le. Vous avez fait un accord, une convention avec différentes initiatives, avec le RAS, qui est l'association des directeurs d'EHPAD du territoire. C'est ça. Donc vous êtes rapprochés d'eux un petit peu pour travailler ensemble. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ensemble en termes de processus? Et puis avant, comment s'est passée la rencontre? Parce que voilà, ils ne vous attendaient pas. Non, mais la rencontre, si vous l'avez faite également, parce que... Le micro plus précis. Pardon. La rencontre, elle s'est faite également parce que nous avons eu une opportunité. Alors, au niveau de l'ADAPI, c'est qu'il y a une commune qui a voulu créer un EHPAD un jour et on était en bonne entente avec cette municipalité. Et elle était sensible au handicap et elle nous a proposé qu'on fasse un EHPAD mixte. Donc, ce qui fait que l'EHPAD, on a créé une association qui s'appelle l'Esquirette et pour laquelle l'ADAPI est administratrice à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'à l'intérieur de cet EHPAD, en effet, il y a du public qui est en situation de handicap et pour lequel l'ADAPI a voulu maintenir sa spécificité et a délégué, a détaché 3 personnels, de 3 équivalents temps plein accompagnants pour accompagner ces personnes en situation de handicap. Donc ça a été un premier frein, en sachant que cette directrice ou ces directeurs qui ont travaillé dans ces EHPAD appartiennent à ce qu'on appelle, nous, le réseau des directeurs des EHPAD, et donc a commencé un petit peu à nous introduire en disant mais voilà, le vieillissement, les handicaps, tout ça, ça se parle, et on a commencé à travailler autour de ça, parce que ponctuellement on s'est rendu compte que plein de directeurs disaient c'est vrai, tiens, il y en a 1, 2, c'est vrai, c'était pas mal, mais tu sais, à un moment donné, quand ça va pas, on est lâché, il n'y a personne derrière, et donc c'est par ces freins-là qu'on a commencé à faire des petits groupes de travail et à réfléchir autour de ça. Avec l'idée qui est très ingénieuse de travailler sur les métiers, de travailler sur la formation. Alors, comment et pourquoi? Alors ça a été une des premières réflexions, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les personnels des EHPAD n'ont pas forcément le même vision au niveau de l'accompagnement que nous, et le sanitaire parlait de protocole et des choses comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus organisé. Et donc, à partir de là, on s'est dit, nous, à l'ADAPI, on a peut-être un centre de formation, et on s'est dit comment le travailler, comment le partager, et comment co-construire ensemble des formations autour de ce qu'est le vieillissement pour nos personnels de l'ADAPI, mais également l'inverse, c'est-à-dire c'est quoi le handicap pour les personnels qui travaillent en EHPAD, et comment un petit peu on peut partager tout ça, comment on peut mettre en commun nos richesses pour que demain ce soit plus pertinent pour les uns et pour les autres. Ça se passe comment? C'est quel type de formation? Alors, et est-ce que toutes les personnes d'EHPAD y vont ou pas? Alors, non, les formations appartiennent à chaque établissement, c'est-à-dire c'est une volonté aussi des directeurs d'envoyer les gens en formation et naturellement des personnes intéressées de vouloir y être. Donc en effet, il y a des formations qui sont proposées à l'ensemble des EHPAD et on est soutenu aussi par le CD qui a lancé aussi un petit peu de com autour de ça pour qu'on puisse faire ce partage un petit peu de formation et pour faire avancer un petit peu le projet des personnes et les orientations
des personnes désireuses d'aller vers là, quoi. J'ai envie de vous poser une question qui remonte un peu de tout ce qu'on entend depuis ce matin, et sur scène, et aussi comme réaction dans la salle. Est-ce que ce type de collaboration, ça appelle aussi à familiariser à la réalité des EHPAD les personnes dans les établissements? Parce qu'on voit que pour beaucoup, l'EHPAD est vu comme quelque chose qui... c'est pas forcément une bonne solution, c'est une solution par défaut d'une certaine manière. C'est un autre monde, c'est un monde qu'on ne connaît pas, donc c'est un monde qu'on ne veut pas forcément. Et on a vu tout à l'heure, le disait Jean-Hugues, que pour certaines personnes, ça peut être finalement une bonne solution, pour d'autres non. Comment vous travaillez justement là-dessus au sein de l'ADAPI pour évaluer les orientations des personnes et puis travailler sur cette transition-là? Dans la commission de vieillissement, si vous voulez, on a des psychologues, on a des différents membres de secteurs différents et de métiers différents, ce qui fait qu'à un moment donné, on va se chercher et on va travailler sur des spécificités d'outils qu'on va pouvoir mettre en commun et partager, quoi. Voilà, c'est un petit peu autour de ça. Et après, ce qui est important, c'est que c'est sur le projet de la personne, c'est-à-dire qu'on veut réellement éviter et mettre plutôt la personne au centre pour savoir, ou la famille par moment, sur le choix qu'elle veut faire, qu'elle veut porter. Le travail que l'on fait avec le REPS, avec toutes ces associations, c'est pas pour demain dire voilà, tu es dépendant, tu vas en EHPAD. C'est demain aussi, nous, on est en train de réfléchir sur peut-être le maintien à domicile, la HAD à domicile, parce que si on considère qu'ils sont vraiment chez eux, c'est aussi leur laisser le droit de venir chez eux, quoi. L'enjeu, il est aussi, vous l'avez dit, pour vous de vous rapprocher d'un certain nombre de structures. Il y a les SKIRED, donc où il y a aujourd'hui des unités de vie spécialisées qui ont été mises en place. Il y a un autre EHPAD associatif dont vous avez repris la gestion de manière partagée. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans la gestion et la cohabitation avec ces EHPAD et avec les personnels ? Alors aujourd'hui, ce qui est le volet le plus difficile à gérer, c'est un petit peu la culture des professionnels, entre les personnels de l'ADAPI et les personnels des EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de pensée est différent. Au niveau, par exemple, des personnels infirmiers, aides-soignants et tout ça, on n'a pas la même vision et le partage dans l'accompagnement. On n'a pas peut-être non plus la même rigueur dans l'accompagnement, ce qui fait que ça crée des tensions. Alors pour parler de l'ESKIRED, ce qui a créé des tensions également, c'est qu'on était sur deux statuts différents. Un de la convention à 66 avec l'ADAPI et un qui émanait un petit peu de la convention avec l'EHPAD. Donc ça crée des tensions au niveau aussi statutaire entre eux, quoi. Je voudrais avoir votre réaction, Alexandre, là-dessus, parce que donc vous, Human, vous accompagnez toutes les vulnérabilités. C'est 40% de vos accompagnés qui sont en situation de handicap. Il y a des enfants, des personnes âgées, différents types de vulnérabilités. Et c'est probablement ce qui fait aussi que vous êtes ouvert assez tôt, notamment justement aux EHPAD. Vous avez 3 EHPAD, c'est 280 places aujourd'hui que vous portez en EHPAD. En rejoignant un peu ce que dit Louis, est-ce que vous vivez aussi cette difficulté à faire cohabiter ces deux mondes, ces deux métiers, et comment vous travaillez à la synergie, au dialogue entre ces cultures-là? Oui, il y a un certain nombre de propos des différentes tables rondes qui m'ont fait écho, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'ADAPI avait un cœur historique centré sur le handicap, mais a réfléchi depuis plus d'une dizaine d'années sur le vieillissement des personnes. Et on voyait quand même les limites de maintenir sur des foyers de vie des personnes qui avaient plus la même dynamique, plus les mêmes envies, et qui aspiraient aussi à une forme de retraite. C'était des choses qui étaient quand même beaucoup exprimées. Alors on a eu l'opportunité en 2018 de reprendre des EHPAD, au départ 2 EHPAD. Et c'est vrai quand on a embarqué le conseil d'administration dans l'aventure, c'était avec cette logique de créer des synergies. Et donc, dès la reprise, on a intégré 12 personnes en situation de handicap. Alors, c'était un peu par l'action, c'est vrai. Il y avait du volontarisme, mais on voyait aussi beaucoup de représentation. Un peu ce qui faisait peur, c'est la crainte de « mais nous, le handicap, on ne connaît pas, nous, on ne sait pas faire ». Et nous, on a une culture, effectivement, davantage centrée sur le soin que le prendre soin. Le défi, ça a été de faire culture commune, en fait, et de trouver des leviers qui permettaient de lever les représentations. Je partage avec mon collègue, la formation, ça a été quand même un axe important. Et nous, on avait la chance, on avait un neuropsy qui passait
qui est en train de passer une thèse sur l'autodétermination et je dirais l'acculturation transversale des équipes. Et on a fait un travail un peu au long terme. Ça n'a pas été des formations juste one shot. On a travaillé sur une séquence plus longue où on a été sur les bases en fait. Hein. C'est quoi le handicap, comment on l'appréhende, quels sont les leviers d'accompagnement. Et c'est vrai qu'il y a eu assez rapidement finalement un attachement en fait au public, et on a cessé ensuite d'augmenter en fait le nombre d'accueils. Et aujourd'hui on en est à 36 en fait sur les 2 EHPAD et 10 sur un EHPAD aussi qu'on a repris par la suite, donc ce qui nous fait 46 sur 280 lits. Alors ça, c'est le côté pile de l'histoire, la belle histoire. Puis il y a le côté face de l'histoire, l'histoire un peu plus compliquée. Parce que c'est bien de faire des formations, de faire culture commune, tout ça, mais derrière, il y a tout de même des petites grilles. Et dans ces grilles qui décident les budgets, on a un certain nombre de caractérisations dans le milieu d'un EHPAD, dans le milieu où on va distribuer les sommes en fonction du niveau d'autonomie, du niveau du handicap, etc. En quoi ces logiques de tarification sont différentes et finalement posent problème quand on essaie de mélanger les publics? Alors vous parlez du GIR en fait. Ah bah je ne parle que du GIR. Qui cote en fait le je niveau rêve du GIR. de dépendance. Et en fait, c'est vrai que le niveau de tarification est lié au niveau de dépendance, mais au niveau de dépendance physique, avec des critères qui sont un peu normés. Donc on est pénalisé, en fait, clairement, quand on accueille des personnes en situation de handicap. Donc nous, on a longtemps, ça a été longtemps été une limite à la progression, du fait de pouvoir calculer sur des moyennes, en fait, de publics très dépendants et d'autres qui l'étaient moins. Pour autant, c'est pas parce que nos publics en handicap sont moins dépendants physiquement qu'ils n'ont pas des besoins. Ils ont des besoins différents. Ils ont des besoins de maintien cognitif, ils ont des besoins d'activité, ils ont des rythmes un peu différents, et puis ils sont plus dynamiques, ils sont plus en demande, ils sollicitent plus. Et c'est vrai que ça nécessite des moyens. C'est vrai qu'on a pris un peu notre bâton de pèlerin, on est allé mobiliser, voir les financeurs, les ARS, ce qui a donné l'initiative. On a eu la chance de pouvoir contribuer au cahier des charges pour une expérimentation, en fait, alors pour le moment de 3 ans, par l'ARS, d'un accompagnement justement sur cet aspect-là. Donc on a des financements dédiés qui nous permettent d'avoir du renfort de personnel et de pouvoir, sur des temps dédiés, avoir des activités spécifiques et du renfort pour des accompagnements un peu plus... Ça, c'est sur un des 3 EHPAD. Alors, on a sur un des 3 EHPAD... Et les 2 autres? Alors, le dispositif SME, aujourd'hui, il est un peu en difficulté pour d'autres opérateurs, donc on est en train de voir comment récupérer l'autre agrément. Et ensuite, nous, on a pris une initiative, pour le coup, de dire qu'il ne faut pas qu'on compte que sur les fonds publics. Et donc, on a répondu à un appel à projet avec Clésia, donc, qui est l'émanation d'Archer Carco, donc, qui nous finance aussi une expérimentation sur 3 ans, qui nous permet d'avoir aussi des moyens supplémentaires, mais surtout qui a un volet recherche-développement, avec l'idée derrière de montrer la plus-value en fait, aussi de notre démarche, de la modéliser, de pouvoir l'essaimer. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir rendre pérennes ces dispositifs. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein si on n'a pas ce coup de pouce. La modification de la tarification des EHPAD, on en parle depuis des années, on sent que dans le contexte actuel, elle peinera à venir. Donc il faut trouver et dégager d'autres leviers. Alors c'est des leviers un peu à la marge, mais il faut s'en saisir et surtout, il faut montrer en quoi le système il est vertueux. L'enjeu, et pour vous, ça a été de développer cette offre EHPAD, et puis ça a été de dire il faut qu'on aille au-delà dans une offre un peu qui soit vraiment graduée, innovante. Alors, il y a des foyers, mais il y a aussi, vous avez travaillé aussi sur de l'aide à domicile, parce que vous en avez, et vous avez travaillé sur des habitats inclusifs. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans le champ des habitats inclusifs? On sait que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, très difficile à mettre en place, très difficile à financer. Tout à l'heure, on a eu beaucoup d'interventions et une impression effectivement que l'EHPAD il est subi. En fait, vieillir avec un handicap, ça ne veut absolument pas dire finir sa vie en EHPAD. Il faut que ce soit assez clair. Nous, on accompagne 2000 personnes, on en a 42 qui sont en EHPAD. Donc la proportion, elle est quand même très, très mesurée jusqu'à présent. Nous, on a davantage travaillé à une graduation et une modularité des dispositifs.
c'est vrai que le maintien à domicile, si les personnes le souhaitent, c'est un axe. On part toujours du projet de la personne. Ou si elles sont en institution, de pouvoir maintenir avec des adaptations. Et on entendait de plus en plus quand même des appétences, des souhaits de personnes de dire mais en fait le cadre institutionnel, il est quand même contenant, il est quand même restrictif. Moi j'aimerais vivre tout un chacun, avoir mon appartement mais avec un peu d'aide. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des habitats partagés. Alors nous on avait commencé à le développer, notamment sur des opportunités foncières qu'on avait à proximité de foyers. Donc on voyait que ça marchait. En termes de moyens, on détournait un peu le système, mais gentiment, en mobilisant les éducateurs qui étaient juste à côté. Et ça, je pense notamment à des personnes qui sortaient des ESAT. Parce qu'il y avait dans le système quand même quelque chose de très violent, c'est que quand on est en ESAT, on est à la retraite, on perd son activité, on perd l'hébergement. C'est ce que disait Bruno ce matin. Et qui aboutissait souvent à des retours chez les parents en famille vieillissante. Donc nous, on avait d'abord travaillé le fait effectivement, de pouvoir avoir des logements périphériques et on pratique l'intermédiation locative avec des baux glissants. Bon, c'est un peu technique, mais ça nous permet d'avoir une offre un peu modulaire. Et quand est sorti le système des aides à la vie partagée, hein, monsieur l'évoquait tout à l'heure, alors nous dans le Var, on a peut-être de la chance, mais ça marche plutôt bien. Donc en fait, il s'agit, nous on a 6 habitats inclusifs là, qui sont soit sortis, soit en cours, et demain on en inaugure un voilà, qu'on a pour le coup financé en fonds propres au départ. Donc c'est des modèles économiques avec la crise immobilière qui sont un peu tendus, qu'il faut bien poser et bien réfléchir. Mais aujourd'hui on a des partenaires type bailleurs sociaux qui jouent bien le jeu, qui sont intéressés par ces dispositifs et qui viennent nous voir en fait aussi pour nous les proposer. Donc comment ils fonctionnent ces dispositifs? Donc, le département, via des financements CNSA, propose l'aide à la vie partagée. Donc cette aide à la vie partagée, c'est une coordination éducative qui permet de gérer les temps un peu collectifs. Mais derrière, on va dire, la personne, elle est en foyer, elle vient du domicile, elle a des besoins propres. Et quand elle a des besoins propres, on peut monter un dossier à la MDPH pour avoir une prestation de compensation au handicap. Et l'idée, nous, c'est d'amener de l'ingénierie et de la collaboration avec la MDPH pour avoir le maximum de PCH. Avec cette PCH, vous avez des personnes qui sont regroupées et qui peuvent mutualiser les moyens. Et avec ça, on arrive à créer un accompagnement, alors nous, via notre branche aide à domicile, qui permet donc d'avoir les avantages de la vie en plus petite communauté, mais la sécurité quand même d'un accompagnement qui reste efficient et adaptable en fonction des besoins de la personne. Je comprends bien le système avec la mobilisation de la PCH. Faut-il que la MDPH locale veuille augmenter la PCH aussi? Donc il y a vraiment c'est pas partout comme ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait l'agrément avec le bailleur. Est-ce que ça se fait dans des conditions d'autorisation tarifaire classiques ou non? On sort là du cadre des autorisations. L'aide à la vie partagée, il est normé sur 2 aspects. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes, il faut qu'il y ait un projet qui soit formalisé, et il faut qu'il y ait un espace collectif qui soit identifié. Dans le Var, c'est assez souple et c'est assez modulaire. Nous, on a réussi à négocier, on l'inscrit dans le Var dans le cadre des CEPOM, la notion de droit au retour, par exemple. Si on fait sortir quelqu'un d'un foyer de vie, on a un temps d'adaptation, 3 mois, qui peut être renouvelé jusqu'à 6 mois, où on garde la place, on fait de l'accueil temporaire, et la personne, si ça ne lui convient pas, elle a un droit au retour. Ça n'existait pas, on l'a négocié en fait avec le département qui est prêt aujourd'hui à l'essaimer. Donc sinon le système il est hors autorisation, donc quand on passe par un bailleur, en fait, on loue l'appartement, on le sous-loue aux personnes. Sauf que quand vous avez du logement social, donc nous on a l'exemple en cours hein, d'une construction qui va se faire au bord de mer, vraiment dans une ville très adaptée en cœur de ville. Vous avez du PLAI+, hein, c'est des logements sociaux plus. Le loyer reste à charge pour un résident, c'est 200 €. En fait, donc du coup, il y a une attractivité aussi économique pour les résidents du dispositif. Et on peut jouer les modularités des personnes en situation de handicap avec divers types de handicap, de léger à polyhandicap, parce qu'on y arrive aussi. On peut mixer des personnes âgées et personnes handicapées, et ça permet aussi une dynamique un peu d'inclusion un peu nouvelle.
Alors, vous avez toute une gradation d'offres avec aussi, on va pas le détailler, mais l'aide à domicile que vous adaptez justement aux personnes âgées handicapées à domicile, de l'animation aussi pour le domicile. Mais surtout, moi, la question que j'ai à travers tout ça, c'est que vous avez des expérimentations, ARS, Clésia, vous avez sur l'habitat inclusif des expérimentations aussi que vous lancez de vous-même. Ça sort des clous beaucoup d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut réussir finalement à repenser l'offre qu'en forçant un peu la porte comme ça d'une certaine façon? Est-ce que c'est la seule manière de faire et quelle est votre vision finalement de ce que peut être cette dynamique d'innovation aujourd'hui? Alors, sur du groupe humain, on a 8% d'activité en gestion propre. C'est-à-dire 8% d'activité potentiellement à risque. Donc ça nécessite aujourd'hui d'avoir la maturité, forme de rigueur et de l'ingénierie pour les piloter. Ça nécessite aussi une gouvernance qui est engagée sur ce type de projet. Et je salue notre présidente Thérèse Forly qui est ici, qui est très soutenante sur ce type de démarche. Et ça nécessite aussi de déplacer le curseur de la réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit attendre de l'État toujours des moyens, ou on revient un peu à l'ADN de ce qui était aussi le mouvement parental, c'est de la militance et de la réponse à des besoins. Donc nous, on a pris le parti de se dire qu'il faut aussi savoir un peu bousculer et bouger les murs. Donc en innovant, on crée des fois aussi un effet d'attente, un effet d'observation, et ensuite, quand on montre que c'est efficient, on arrive à avoir quand même des financements. Moi, je vais donner un exemple, alors qui n'est pas dans le secteur là, des personnes âgées, mais on a fait une levée de fonds de 700 000 € pour financer un espace pédagogique dans l'Hérault, en gestion purement propre. On a ouvert du coup une école de l'autonomie pour des jeunes en situation de handicap un peu complexe sur un modèle sans autorisation administrative. On a eu la visite du délégué interministériel la semaine dernière de l'ARS et il nous accorde un financement de 3 ans sur des fonds dont on nous disait auparavant que sans autorisation l'ARS ne peut pas donner de l'argent. C'est des fonds du FIR et on est en expérimental. Et avec derrière déjà une visée de pérennisation, de transformer l'activité en CESAD. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive aussi à répondre à des besoins sans passer forcément... alors c'est des financements qui restent des financements publics. La PCH, c'est de l'argent public quand même. Mais on est souvent dans des cases. Il faut savoir être des fois dans les intervalles et je dirais même dans les interstices. Et ce décalage de posture, de se montrer innovant, de ne pas subir les politiques publiques, je pense qu'aujourd'hui, c'est important et c'est quelque chose qui doit faire la nature même du monde associatif, cette capacité d'innovation. Avant de prendre les questions du public, je voudrais aller vers un dernier exemple justement de ces rencontres entre ces univers, entre ces logiques d'offres et ces démarches d'offres, avec vous, Nathalie et Marine, justement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'est pas fait sur des problématiques d'orientation ou d'hébergement a priori, mais ça s'est fait sur des champs d'activité et de prévention. La rencontre s'est faite à cet endroit-là, autour d'un travail sur la prévention du risque d'isolement des personnes en situation de personnes vieillissantes, et avec vous, donc Marine Goujon, neuropsychologue, et Nathalie Patelli, responsable de la SEP. Je le redis parce que j'aime bien parce que vous voyez, ils vous applaudissent plus, en fait. Non, c'est trop tard, vous ne l'avez pas fait. Donc Marilyn Goujon et Nathalie Patelli. Voilà. Ah. C'est bien tout de même. C'est ça aussi l'esprit associatif. Cette belle aventure, elle s'est faite autour du partage d'un outil justement de prévention du risque d'isolement des personnes vieillissantes qui s'appelle le PAC Ensemble. C'est Ma Mémoire qui nous joue des tours, c'est le nom de ce dispositif qui s'est fait comme la rencontre un peu de vos deux univers, celui d'un côté du milieu ordinaire, c'est la SEPT. La SEPT, c'est une association qui travaille, portée par la CNSA et par aujourd'hui l'interrégime, donc d'autres régimes, pour travailler sur un certain nombre de dispositifs de prévention de risques liés à l'âge que vous déployez dans le milieu ordinaire auprès de différentes structures, notamment des résidences seniors. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a les API qui travaillent sur le monde du handicap et réfléchissent un peu là-dessus aux différentes formes d'accompagnement. Le moment clé, c'est 2019. 2019, vous, à SEP, vous arrivez du côté de Dieppe et vous faites dans
un clic, un soir, une présentation un peu du dispositif, et puis de ce dispositif spécifiquement, le PAC Ensemble, avec des ateliers pour prévenir le risque d'isolement et de vieillissement cognitif. Et puis dans la salle, il y a Catherine. Et Catherine, elle appartient à la structure donc, de l'API, et elle lève la main à la fin, et elle dit votre truc c'est bien, mais pour les personnes handicapées, vous faites quoi en fait? Et là, il y a un petit blanc. Qu'est-ce que c'est que ce petit blanc et en quoi il vous a à ce moment-là interpellé? Parce que c'est là que la graine s'est plantée. Alors effectivement, c'était une action mémoire, mais destinée aux participants, aux seniors à domicile. Et donc Catherine était dans la salle et a posé la question, savoir si l'ACEPT avait des actions spécifiques pour le public en situation de handicap. Et ce petit blanc, eh bien, il est tombé parce qu'effectivement, on n'avait rien. Et c'était pas la première fois qu'on nous demandait ce type d'action. Donc les actions qu'on propose, en fait, le format, le contenu, la durée ne sont pas du tout adaptés à ce type de public. Donc en équipe, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on a comme outil qu'on pourrait adapter? Et donc, parmi les actions de la CEPT Normandie, on a le PAC résident, donc programme d'activation cérébrale, à destination de seniors en résidence autonomie. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer d'adapter ce PAC résident. De l'autre côté, il y a une main qui s'est levée, celle de Catherine. Marilyn, pourquoi c'était important à ce moment-là d'adresser ce sujet-là et d'adresser ce type d'acteurs? Oui, alors déjà, on parle de Catherine. Elle était dans la salle à ce moment-là et elle est aussi dans la salle aujourd'hui. Ma collègue éducatrice spécialisée du SAVS. On va parler d'elle souvent, c'est pour ça, voilà, Catherine, elle est là. Donc, c'était en 2016, il y avait un travail qui émergeait sur l'accompagnement en avancée en âge des travailleurs et des travailleuses à l'ESAT. Et il y a eu un constat finalement le même qu'on a depuis ce matin, c'est-à-dire que cette période de retraite rend les personnes très vulnérables. Alors déjà parce que sur notre territoire il y a peu de structures d'habitation, d'hébergement spécialisées, et aussi parce que effectivement cet arrêt d'activité peut provoquer chez ces personnes un vide existentiel, un manque de repères et puis parfois de l'isolement. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de lien entre le secteur du handicap et le secteur du vieillissement. Donc il était urgent et important de pouvoir faire ce lien et notamment faire découvrir aux personnes qui le souhaitaient, pour qui c'était leur projet de vie, des hébergements du droit commun comme les résidences autonomie. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé à adapter ce PAC résident pour en faire ce qui est aujourd'hui un PAC ensemble, donc adapté aux personnes en situation de handicap, et dans quel cadre les animations associées à ce PAC sont prévues en fait? Donc le PAC résident, au départ, c'est un programme mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 10 séances, donc mis en place dans les résidences autonomie. La particularité de ce programme, c'est qu'il existe un test d'inclusion à faire passer aux seniors avant de pouvoir les inscrire dans ces 10 séances. Ça signifie que tout le monde ne peut pas forcément réussir ce test et du coup, tout le monde ne peut pas être inclus. Donc ça a un côté un petit peu mis à l'écart pour certains qui n'est pas toujours bien vécu. Donc ce PAC résident, c'est un programme qui est la propriété de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la CCMSA. Donc la première étape, ça a été de leur demander d'abord leur autorisation. Est-ce qu'ils nous autorisaient à adapter ce PAC résident du public en situation de handicap? Donc leur réponse a été favorable et ils ont manifesté un grand intérêt à cette adaptation, puisque derrière, l'enjeu c'est de le proposer au niveau national et pas que ça reste au niveau Normandie. Donc une fois qu'on a fait valider cette adaptation par la PEI Seine-et-Mer, la première étape a été de former Catherine en 2020 à l'animation du PAC résident initial de base.
Et après la formation de Catherine, il y a eu un gros travail d'adaptation du contenu, donc du pack résident, pour qu'il soit adapté. Donc ce travail a été mené de 2020 à 2023, et on était 3 professionnels, donc c'était vraiment une approche plurielle. Donc il y avait Catherine, éducatrice spécialisée, il y avait Michel, infirmière coordinatrice des parcours de vie, et moi-même, donc neuropsychologue. Et vraiment les 3 approches métiers nous ont permis de clarifier les termes, de simplifier les concepts, et de changer certaines activités qui n'étaient pas adaptées au vieillissement, enfin en tout cas au processus cognitif des personnes en situation de handicap vieillissantes. Ensuite, l'ensemble des ateliers a été traduit en facile à lire et à comprendre par une équipe, par le groupe de l'atelier de jour de la PUI Seine-et-Mer. Voilà, donc l'ensemble a été traduit. D'ailleurs, ce groupe de personnes accompagnées est souvent sollicité sur notre territoire pour des traductions en FALC. Et enfin, au printemps 2023, il y a eu 2 groupes tests, des groupes pilotes en quelque sorte, où ce nouveau pack, d'ailleurs qu'on a renommé le pack Ensemble, Ma mémoire me joue des tours, a été testé auprès de 2 groupes. Donc le groupe justement des participants de l'atelier de jour qui avait traduit en FALC, et un groupe de personnes proches de la retraite à l'ESAT. On a une image, et on voit les groupes, hein, je crois. Tout à fait, j'ai oublié. Voilà. Hop. Alors ça, voilà, c'est un exemple de... Alors, on va voir les exemples, justement, parce que c'est important. L'initiative, elle est vraiment venue à la fois de cette rencontre, qui est inédite, et puis aussi du projet lui-même. L'idée, c'est de travailler sur les mémoires, mais de travailler sur l'ensemble des mémoires, sur des ateliers, donc avec ces 10 modules. Donnez-nous des exemples un peu de la manière dont vous les faites travailler, justement. Oui, tout à fait. Alors, là, sur cette diapo, vous avez les 2 mémoires utilisées. Donc, c'est en début d'atelier. On parle toujours des mémoires qu'on va utiliser parce qu'il est important de savoir qu'on n'a pas qu'une seule mémoire, on en a plusieurs. Et en fonction des activités, on va venir les solliciter. Donc là, la mémoire qui parle de moi, mon identité, en fait, c'est la mémoire autobiographique, la mémoire de mon histoire personnelle, de mes événements marquants de ma vie. Ce que je sais, mes connaissances, ça c'est la mémoire sémantique, donc les connaissances générales sur le monde, les noms, les dates, les lieux. Un autre exemple, donc ça c'est une activité pour se repérer dans le temps. Donc voilà, là on nous pose la question, on vous pose la question, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est avant ou après la mort de Johnny? Donc typiquement sur cette activité, on utilise justement ces 2 types de mémoire parce qu'on va faire appel aux connaissances du général sur le monde et des événements collectifs et historiques, mais aussi de la chronologie personnelle. C'est-à-dire que si j'ai pas vécu la Seconde Guerre mondiale, mais que j'ai vécu la mort de Johnny, je vais pouvoir répondre à cette question. Et vraiment, ce type d'activité fait toujours émerger de la participation, des échanges entre les participants et les participantes. Alors... là, vous allez voir, normalement. Donc, là, on cherche... Alors là, effectivement, là, c'est 3 indices. Ce sont 3 indices et il faut deviner de qui il s'agit. C'est une célébrité. Alors, on peut peut-être faire participer le public. Bah oui, on va demander dans la salle... À votre avis, de qui il s'agit? Ces 3 indices. Pardon? Plus fort. C'est vraiment... Vous pensez que c'est Zidane? Oui, c'est ça. Bravo. Ah bah oui. Il y aurait pu avoir d'autres réponses, mais on a choisi Zidane. Effectivement, donc là, à partir d'indices, en fait, on va chercher dans la mémoire à long terme pour trouver la réponse. Et la Coupe du Monde 98, c'est très marqué au niveau émotionnel. Donc ça aussi, les émotions sont très liées à l'ancrage dans la mémoire. Alors on travaille toujours les mémoires, toujours de façon bienveillante. On ne va pas mettre en difficulté les personnes. Voilà, on va au rythme de chacun et chacune. Le tout, c'est justement de faire émerger des échanges, de la pérédance aussi souvent, et finalement de créer un lien et de maintenir ce lien entre les personnes. Ce qui est intéressant aussi à travers ça, c'est que dans ces ateliers d'animation vont se retrouver des personnels, des résidents, un peu des résidents d'autonomie et des personnes en situation de handicap. C'est aussi un lieu de rencontre entre ces 2 mondes et les habitants de ces 2 mondes-là. Comment se passe cette rencontre? Comment se passe, je dirais, aussi l'animation, les échanges qu'ils ont entre eux? Alors, l'expérimentation en groupe mixte, elle a eu lieu en fait grâce au maillage qu'on avait déjà fait à la SEPT, puisque la SEPT a déjà formé 30 hôtesses
de résidences autonomie réparties sur l'ensemble de la Normandie. Donc on s'est appuyé sur une d'elles qui a bien voulu participer à l'expérimentation dont Marilyn nous parle. Effectivement, et donc dès les premiers échanges entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap vieillissante, il y a eu beaucoup de bienveillance. Il y a eu de la curiosité aussi, un petit peu d'étonnement, mais rapidement, justement, les ateliers ont permis de briser la glace. Il y a eu des binômes qui se sont formés. En tout cas, c'était des rendez-vous attendus. Alors, c'était une fois par semaine, pendant à peu près 2 heures, et ça a duré au moins pendant 10 semaines. Donc voilà, c'était vraiment du plaisir partagé. Et ça a permis aussi un lien concernant une personne qui vivait déjà en résidence autonomie et qui était accompagnée par Catherine du SAVS, donc un suivi de santé de ce monsieur beaucoup plus fluide qui n'était pas présent précédemment. Et comme personne n'avait envie que ça s'arrête, on a mis en place des rencontres régulières pour continuer à se voir. Et normalement, il y a une photo qui devrait s'afficher. Quels sont les enjeux et quel est le déploiement attendu de ce dispositif au-delà aujourd'hui de cette zone, au niveau de la Normandie et au niveau national même ? Alors, je voudrais d'abord remercier l'APEI pour le travail qui a été réalisé. Ils ont su rester fidèles à la philosophie du programme de base, le PAC résident. C'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à la CCMSA. Toutes les diapositives ont été traduites en FALC, donc on n'a vraiment rien perdu du programme d'origine. Actuellement, il y a une convention qui est en cours de signature entre la CCMSA, l'APEI de Seine-et-Mer et la CEPT Normandie. Cette convention va cadrer et la formation et le déploiement de ce programme PAC Ensemble. À l'échelle du coup de la Normandie même plus. Alors de la Normandie et du national du coup, puisque donc le déploiement se fera progressivement, mais la formation se fera par les relais de formation de la CCMSA. La CEPT Normandie est un de ces relais-là. Donc au départ, on peut espérer former à l'échelle de la Normandie, puis ayant formé les autres relais de formation, les formations devraient être proposées à l'échelle de la Normandie. Et ensuite, le déploiement se mettra en place progressivement. Alors, un des leviers pour la Normandie, pour l'enjeu de déploiement, est déjà actif, puisqu'on a déjà 30 résidences autonomie où des gens sont formés, où potentiellement on pourra faire des groupes mixtes avec d'autres APEI ou d'autres structures accueillant du public en situation de handicap. L'enjeu, il se situe au niveau des autres régions qui n'ont peut-être pas forcément autant de résidences autonomie formées au PAC résident initial, où là, il faudra former et les hôtesses et les professionnels spécialisés à ce PAC ensemble. Et il s'agira également de former les futures formatrices et formateurs aux spécificités du vieillissement cognitif des personnes en situation de handicap vieillissante. Et de façon globale, finalement, l'enjeu, celui qu'on projette, c'est que le PAC Ensemble, ma mémoire me joue des tours, devienne un nouvel outil, un nouveau moyen pour créer du lien entre les personnes accompagnées vieillissantes et leur environnement. Oui, c'est un outil de prévention et de rencontre et des personnes et des structures, donc il est vraiment, il a une belle unité. Merci à vous, je voudrais qu'on allume la lumière dans la salle et qu'on prenne quelques questions avec les applaudissements nourris, évidemment. Est-ce que vous avez quelques questions sur ces belles expérimentations qui montrent que les passerelles se font, qu'elles sont possibles, qu'elles sortent parfois des clous d'ailleurs, entre ces différents mondes et ces différentes structures. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions à nos porteurs d'initiatives et de belles histoires? Alors, je regarde si les questions viennent. On peut commencer par la 4e. Oui, bloc 1. Oui, bonjour Monique Campagnol, je suis administratrice à l'ADAPI Pyrénées-Atlantiques et mon fils est dans le foyer d'hébergement où Louis est directeur. Bonjour Louis, bravo pour l'intervention. Simplement, c'est un témoignage par rapport à ce que vit mon fils, qui lui se projette très très bien dans son futur vieillissant, à savoir, il y a la MAFA, donc j'irai à la MAFA, soit celle qui est
enfin s'il y a sur des places, celles qui y côtoient, hein, des personnes qui sont sur les mêmes lieux, bien sûr, que le foyer où il est. Et puis peut-être j'irai plutôt à l'autre Mafa, parce qu'elle est beaucoup plus près de là où habite ma sœur. Et comme ça, je prendrai le bus pour aller voir ma sœur. Donc ce sont des choses qui sont parlées. Le fait que, voilà, et c'est ça qui est très important, et très rassurant en tant que parent qu'effectivement... Alors, l'idéal, c'est que, bien, il y a même l'EHPAD de l'Esquirette qui connaît. Un jour, il m'a dit, maman, on pourrait aller à l'Esquirette ensemble. Je lui dis, quand même, j'espère pas. Voilà, un témoignage. Merci. D'ailleurs, je ne sais pas lequel de vous deux m'avait dit qu'il y a un des EHPAD que vous accompagnez où sont rentrés en même temps les parents et un enfant. Oui, mais c'est pas qu'une fois, ça arrive quand même régulièrement quand on a des familles qui nous sollicitent et qui sont sur des formes de rupture. En général, on voit que on peut accueillir un parent de 90 ans et l'enfant qui est à 70 en situation de handicap. Et ça marche plutôt bien. Alors, il n'y avait pas de question, mais peut-être juste une petite réaction par rapport à ce qui s'est dit. C'est vrai qu'on... Je voudrais assez insister sur le fait que le passage en EHPAD, ce n'est pas quelque chose de subi. Et ça se travaille beaucoup, ça se travaille en amont. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir peut-être quelque chose d'intégré. Donc entre les établissements infâmes, un foyer de vie et l'EHPAD, il y a des visites, il y a des discussions, il y a des échanges. Et c'est quelque chose qui se fait progressivement. La famille est associée. Et il y a une intégration qui se fait de manière progressive, avec des discussions avec le psychologue, avec les équipes, des équipes qui sont de plus en plus formées. Donc moi je voulais rassurer, parce que j'entends effectivement que l'EHPAD ça peut faire un peu peur. Ça reste quand même, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes typologies d'EHPAD, et je pense que l'EHPAD lucrative, ça reste aussi un autre modèle. Mais c'est aussi des belles réussites derrière quand on manque aujourd'hui cruellement de place. Oui, et c'est des logiques de transition à construire autour de ça, bien sûr. Autre question, autre réaction, autre témoignage dans la salle, s'il y en a, sur les interventions de cette dernière table ronde de notre journée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, on peut les remercier très fort. Et Marilyn, et Nathalie, et Alexandre, et Louis, merci à vous quatre pour vos bons témoignages.